Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Stress test, grandeur nature et particularité de la fintech locale, les chuchotements de l'écosystème luxembourgeois. Deux invités cette semaine, Pascal Denis, partenaire KPMG en charge de l'advisory, et Alex Panican, responsable des partenariats et du développement de l'écosystème au sein de la LOFT, la Luxembourg House of Fintech. Qui va amener, à mon avis, un rapprochement accéléré entre les fintechs et les acteurs du secteur financier sous forme de partenariat, collaboration capitalistique éventuellement, pour permettre finalement à cette collaboration d'exister et de se perpétuer, parce que du côté des investisseurs, il y a un peu plus de frilosité, un peu plus de difficulté à tirer les fonds. Pour ce 10e épisode, je vous offre en bonus un deuxième invité. Au travers du prisme de la crise sanitaire, Pascal et Alex nous racontent l'écosystème luxembourgeois. L'économie du pays, centrée sur le secteur financier, confère à l'environnement fintech local une coloration bien particulière. Ce petit pays d'une population de 600 000 personnes, qui compte quand même 50% d'étrangers, offre aux fintech un environnement propice pour se développer. Plutôt axé B2B, les fintech européennes basées au Luxembourg ont pour ainsi dire pu sortir leur épingle du jeu en permettant à leurs clients, principalement des établissements financiers, d'améliorer leurs processus internes et de réorganiser leurs activités. Au travers de pivots, ou profitant tout simplement de ces événements exceptionnels, les fintech luxembourgeois ont été résilientes. La tendance 2020, Back to Basics, infrastructure, sécurité et processus digitaux. Vous aurez à la fin de cet épisode en prime quelques anecdotes assez fun au sujet du ministre des Finances, Pierre Gramegna. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Pascal, bonjour Alex. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Je suis ravie d'être aujourd'hui dans les bureaux de KPMG pour discuter FinTech. Au départ, l'idée que j'avais, c'était de faire un épisode avec vous pour parler de l'écosystème luxembourgeois. Et vous avez eu la gentillesse de me souffler plein d'autres idées, donc ça va être un épisode très riche. L'idée, c'est donc qu'on découvre cet écosystème luxembourgeois, bien sûr, mais qu'on ait également votre vision et votre avis sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois avec cette crise sanitaire, et voir comment cette crise va impacter, et certainement durablement, l'écosystème, que ce soit cet écosystème-là, mais également les différents écosystèmes européens. Moi, je suis très intéressée d'avoir votre opinion sur le sujet. Et également, et ça c'est récurrent en fait dans mes différents épisodes, c'est l'interaction que les startups dans la fintech ont avec les grands groupes et comment cette crise va potentiellement impacter cette relation. Alors, avant qu'on commence, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter ? Avec plaisir. Donc Pascal Denis, je suis en charge des activités de conseil, advisory au sein de KPMG au Luxembourg, activités qui nous amènent à travailler à la fois avec les grands groupes financiers, mais aussi avec les fintech, start-up ou moins start-up, dans des projets de transformation de leur organisation, de leur process, de leur déploiement, de leur croissance. Donc on a une vue, je dirais, des deux parties de l'écosystème qui j'espère sera intéressante à débattre aujourd'hui. Et tu travailles depuis longtemps au sein du groupe KPMG ? Alors, ça fait 6 ans, en fait. Ça fait 6 ans cette semaine, probablement. Oui. Bon anniversaire. Au 1er juillet, que je suis chez KPMG dans cette fonction-là. Et auparavant, j'ai passé une vingtaine d'années dans un autre grand groupe de conseil, qui est Accenture, Andersen Consulting au départ, où j'étais également en charge de gros projets de transformation à composante technologique assez forte auprès de groupes financiers, à la fois dans l'assurance, dans la banque, l'asset management, la banque privée. Donc ça, c'est mon background. Donc au Luxembourg, tu étais basé au Luxembourg. Alors j'ai toujours été basé au Luxembourg, mais j'ai beaucoup travaillé à travers l'Europe, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, un peu en UK, Espagne, Suisse, ce qui m'a donné l'occasion d'avoir une vue effectivement internationale comme l'est la place ici au Luxembourg. Ok, merci beaucoup. Alex ? Alors oui, Alex Panican, je suis le Head of Partnership and Ecosystem à la LOFT, la Luxembourg House of Financial Technologies. Donc nous sommes une initiative publique-privée entre le gouvernement luxembourgeois, notamment le ministre des Finances, et les acteurs privés de la place, tels que KPMG. Nous avons une double mission. Tout d'abord, on accompagne les fintechs au Luxembourg dans leur développement, mais également à l'international. Mais nous sommes également responsables de l'accélération de l'innovation dans le secteur financier luxembourgeois, ce qui n'est pas
une petite affaire. Donc ton rôle consiste en quoi exactement ? Donc moi, je m'occupe aussi bien de l'écosystème, donc prendre soin de nos fintech, mais également prendre soin de nos partenaires et s'assurer qu'on ait un genre de pont entre l'écosystème fintech et la place financière luxembourgeoise. Parfait. Et avant d'être à la Loft, qu'est-ce que tu faisais ? J'ai eu plusieurs vies. J'étais entrepreneur, j'étais consultant, pas chez KPMG malheureusement, et j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité et sur différents continents. Ah, waouh ! Lesquels ? J'ai travaillé 7 ans au Canada. Ah, ok. Excellent. Tu sais qu'on a... En tout cas, il y en a un qui s'est manifesté, un auditeur qui nous écoute de Toronto. Super. Que je salue. Ok, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Comme je le disais, la crise nous impacte. On commence tout juste à voir l'impact sur notre économie. Pascal, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as constaté déjà maintenant certaines tendances par rapport à cet écosystème et est-ce que tu as déjà une vision de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et en quoi cet écosystème sera impacté par cette crise sanitaire ? En fait, oui. Je pense qu'on a déjà aujourd'hui une impression assez claire sur ce qui va impacter à la fois les fintechs, mais aussi et surtout leurs clients, les entreprises du secteur financier qui définissent les tendances. Donc je pense que moi je le qualifie un peu sur un retour aux bases, back to basics. En fait, on s'est rendu compte au travers de la crise que dans beaucoup de cas, on parlait de technologie, d'innovation, de fintech, et on avait oublié de mettre en place les bases fondamentales dans les entreprises pour leur permettre d'intégrer correctement ces technologies. On s'est rendu compte que finalement les BCP ne fonctionnaient pas, que l'infrastructure... Donc les BCP, c'est le Business Continuity Plan. Exactement. Je traduis. Ah oui, non, tout à fait. Les Business Continuity Plan qui a permis à certaines entreprises de rapidement transitionner en mode mobile working et dans d'autres de rester coincées, bloquées parce qu'elles ne disposaient pas des bases de l'infrastructure informatique leur permettant de facilement changer de modèle opérationnel, de changer de modèle de travail. Et donc on s'est rendu compte aussi que les workflows, les processus dans les entreprises que l'on pensait avoir digitalisés. Tu penses à quoi par exemple comme workflow ? Alors je pense dans le secteur financier, l'onboarding d'un nouveau client. Oui, clair. Je pense à la contractualisation d'un nouveau crédit. Je pense à la signature d'un nouveau contrat de garantie. Donc tous les processus qui finalement requièrent à un moment donné une étape manuelle, qu'elle soit liée à un document, ou qu'elle soit liée à une signature ou une interaction physique avec le banquier, avec l'assureur, avec le gestionnaire. Et on s'est rendu compte en fait que depuis des années, les entreprises pensaient avoir digitalisé, pensaient avoir numérisé leur processus, avaient investi des sommes phénoménales dans la digitalisation et que malgré tout, au moment où on en a vraiment le plus besoin, tant l'infrastructure que les workflows, que les documents n'étaient pas prêts et les organisations n'étaient pas prêtes à passer dans ce monde numérique, digital dont on parle depuis des années. Et je pense que ce qu'ont réalisé les dirigeants, c'est que finalement, beaucoup étaient passés à côté des fondamentaux. Et il y a un retour depuis quelques semaines et qui, à notre avis, à mon avis, va continuer à se prolonger parce que ça va continuer à demander des investissements importants, de revenir aux bases, back to basics. Et les bases, qu'est-ce que c'est ? C'est une infrastructure informatique. Donc avant de mettre en place des moteurs d'intelligence artificielle, veillons d'abord à avoir une infrastructure informatique résiliente, capable de passer en mode mobile working, permettant aux collaborateurs ainsi qu'aux clients de collaborer dans le monde virtuel. Souvent une infrastructure basée sur le cloud qui offre cette flexibilité, qui offre cette capacité à réagir plus facilement. Donc première base de back to basics, de fondamentaux, l'infrastructure informatique dans laquelle je pense qu'on va réinvestir ou investir différemment à l'aune de ce qui s'est passé. La deuxième, c'est la sécurité. On s'est rendu compte que les infrastructures, justement, de plus en plus sollicitées, étaient extrêmement exposées et mal protégées. Et donc, il y a un retour également à des investissements et un focus de la part des acteurs, mais aussi du coup des fintechs, qui sont à la recherche de ces opportunités d'investissement sur toutes les briques de sécurité, y inclut la sécurité, cybersécurité. Et le troisième élément, c'est vraiment les processus, les workflows digitaux.
Et là, on a retrouvé un regain, je dirais, d'intérêt de la part des acteurs et donc des fintechs vers tout ce qui supporte des processus digitalisés. Tu penses à quel type de solution, par exemple ? Par exemple, des solutions de signature électronique, oui. Des solutions de gouvernance virtuelle, de boards digitaux, des solutions de gestion documentaire complètement digitalisée et de partage de documents, de mise à jour de documents virtuels, partagés. Et donc toutes ces solutions qui finalement permettent de faire sauter les verrous qu'on a vu apparaître de manière très évidente au cours des dernières semaines à cause de cette transition vers un mode de travail complètement virtualisé et home working. Et donc ça, c'est vraiment les 3 blocs, je pense, sur lesquels on va retrouver un regain d'intérêt qu'on retrouve déjà, mais qu'on va continuer à retrouver: l'infrastructure, la sécurité et tout ce qui est lié au processus digitalisé. Et donc tu penses qu'en réalité, les fintechs qui vont réussir à sortir leur épingle du jeu dans l'environnement de cet écosystème luxembourgeois, qui concerne principalement quand même des institutions financières, ce seront plutôt donc des fintechs B2B qui résolvent justement ces pain points liés à cette crise sanitaire, enfin qui ont ressurgi de façon assez forte, hein, c'est vrai. Absolument, absolument. Oui. Et tu as tout à fait raison de dire que c'est un rebond, c'est ressurgir. Elles étaient là. Oui, tout à fait. Et elles ont quelque part utilisé cette crise pour revenir à la surface parce qu'elles sont à même de répondre à des problématiques sur la table des décideurs, qui sont aujourd'hui problématiques remontées sur la table des décideurs. Ça ne veut pas pour autant dire que toutes les fintechs qui ne sont pas actives dans ce domaine-là vont disparaître. Non, certainement pas. On continuera à faire de l'innovation sur des sujets peut-être un peu plus avancés, d'intelligence artificielle, de data analytics, de détection de fraude, ainsi que des fintechs B2C. Mais je pense avec un degré de priorité, un degré d'urgence qui sera différent. Ouais. Du coup, ça impactera quand même, malheureusement, les fintechs qui offrent des solutions plutôt B2C, vis-à-vis de leurs clients business, corporate. Hein. Ouais, absolument. Et je pense qu'Alex pourra l'illustrer au travers de certains cas récents qu'on a vus, à la fois de fintech dans notre écosystème qui quelque part ressurgissent en effet, et d'autres qui quelque part, au contraire, ont des difficultés parce qu'elles ne sont peut-être plus en adéquation avec la priorité ou les priorités du moment. Oui, tout à fait. Et c'est ce que tu disais au sujet de la signature, c'est aussi quelque chose que Fabrice Arizou, que j'ai eu sur un épisode précédent, où on parlait de signature électronique, nous disait que justement LuxTrust avait dû gérer ces cas en urgence et déployer de façon beaucoup plus rapide pour des clients donc bancaires qui avaient besoin de déployer des solutions de signature électronique qualifiées. Hein, donc, en général, ce sont des projets quand même relativement longs. Et là, ils ont vraiment dû déployer rapidement justement pour résoudre ces problèmes que tu as décrits précédemment. Ils y sont parvenus, hein, mais du coup, c'est vrai qu'ils ont eu un saut d'activité énorme pendant cette crise sanitaire. Absolument, et c'est ça le contraste. C'est qu'en fait, celles qui sont, ou les thématiques qui sont vraiment sur la table ont connu une accélération assez incroyable. On a des fintechs qui connaissent un regain, une accélération de contact, de sollicitation qui est énorme, alors que d'autre côté, certaines sont en difficulté, et ce qui les pousse à trouver autre chose. À pivoter, certainement. Exactement. Sur de nouvelles thématiques en marge de celles qu'elles avaient abordées. Et on a des exemples comme cela aussi à partager. Peut-être tout à l'heure, il y en a une à laquelle je pense là maintenant, qui est une solution avec laquelle nous avons entamé un partenariat qui a pivoté de solutions... Nous, quand tu dis nous, c'est KPMG ? Nous, KPMG, voilà. De pivoter de solutions de client onboarding pour finalement offrir maintenant une solution de remédiation virtuelle et digitalisée. Okay, parce que pendant les 3 derniers mois, il fallait non seulement onboarder de nouveaux clients, mais également continuer à remédier des clients anciens que le régulateur voulait voir remédier. Alors remédier, je traduis pour ceux qui ne sont pas forcément dans le secteur financier, c'est quand on remet à jour les fichiers clients pour que l'établissement soit au clair sur toutes les données qu'il a, certains contrats manquants. Ça arrive parfois que les pièces ne soient pas à jour et donc on fait un exercice de remédiation pour mettre tout ça au carré. Exactement, de remise à jour, de remise à niveau, qui typiquement se faisait en mode physique avec des documents on-site, et qui les derniers mois
devait passer et trouver un autre modèle d'organisation. Et là, de nouveau, c'est un excellent exemple, je trouve, de capacité à rebondir, comme on a pu trouver chez les restaurateurs, pour faire de la livraison, tout d'un coup, et dans d'autres secteurs qui se sont réinventés à transformer la fabrique d'alcool en fabrique d'alcool de désinfection. Dans le secteur financier, dans les fintech, je pense qu'on a vu des exemples comme cela et on continuera à en voir. Parce que c'est un environnement qui est beaucoup plus flexible, qui s'adapte beaucoup plus vite et qui colle en fait aux priorités du secteur financier. Oui, et aux besoins du client, tout simplement. Exactement. Et donc là, je pense que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Enfin, je pense qu'on l'a tous remarqué, mais ce n'est pas anodin sur l'écosystème fintech, qui est peut-être moins évident à percevoir de prime abord. Ok, merci beaucoup Pascal pour cet éclairage. Alex, est-ce que tu aurais des exemples de cases justement qui ont pu bénéficier favorablement de cette crise sanitaire? Moi, j'en ai vu quelques-uns communiquer sur LinkedIn. Effectivement, ils ont été assez présents sur les réseaux sociaux. Non, je pense que Pascal a très bien expliqué la situation actuelle des fintechs au Luxembourg. La première chose en fait qui nous a surpris de manière très agréable, c'est qu'il y a eu un énorme élan de solidarité de la part des fintechs luxembourgeoises envers les acteurs de la place, mais également les autres PME ou d'autres secteurs d'activité comme la santé. Donc nous avions de manière quotidienne des entrepreneurs qui nous appelaient, qui demandaient comment est-ce qu'on peut aider. Comment est-ce qu'on peut aider justement les acteurs de gérer leur conseil d'administration de manière efficiente, à distance, mais tout en étant conforme à la loi. Donc là, des cas qui me viennent en tête, on ne les a pas nommés, je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer. Vas-y, ça fera de la pub. Je pense forcément à Governance, je pense à Stampify, je pense à Boardmaps. Donc c'est des solutions qui ont toujours existé, comme Pascal l'a mentionné, mais dont le besoin était extrêmement urgent et l'application extrêmement pertinente à ce moment-là. On a également eu, et encore une fois, Pascal l'a également mentionné, je ne veux pas me répéter, mais tout ce qui est cybersécurité. Donc typiquement, on a eu une société de chez nous, Hacknowledge, qui a mis... Comment ça s'appelle ? Hacknowledge. Ils ont mis une grande partie de leurs ressources à la protection des réseaux informatiques des hôpitaux au Luxembourg, mais également des plateformes médicales, comme e-santé. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a eu un regain au niveau des attaques cybernétiques envers les hôpitaux. Et ils ont mis de manière totalement gratuite leur service à disposition de la place. Et je trouvais ça vraiment formidable. On a également Lingua Custodia qui permet la traduction automatique. Donc, ils ont également mis leur service à disposition de manière gratuite aux acteurs de la place financière pour traduire tout ce qui est communication de crise envers leurs clients. Donc ça, c'est juste quelques exemples donc voilà, que j'aimerais mentionner. Merci beaucoup, Alex. Et les remercier surtout pour tout ce qu'ils ont fait pendant ces 3 derniers mois. J'espère qu'ils nous écoutent. J'espère. Alex, on va juste faire une petite parenthèse parce que, comme je le disais quand on a préparé cet entretien, on a des auditeurs qui ne sont pas que luxembourgeois, en tout cas qui ne travaillent pas forcément ici au Luxembourg. Est-ce que tu pourrais quand même rapidement prendre 1 ou 2 minutes et nous parler de l'écosystème luxembourgeois? Quand on parle du Loft, on parle de quoi comme type de start-up? Donc, c'est principalement des fintech qui sont B2B. Oui. Donc, juste pour reprendre le Loft. Donc, le Loft a été créé il y a un peu plus de 3 ans, comme je disais, par le ministère des Finances et des partenaires privés tels que KPMG. Et l'objectif est de développer un écosystème qui puisse servir à l'industrie financière luxembourgeoise. Parce qu'on avait un écosystème extrêmement focusé sur le paiement. Donc, je pense qu'on avait une 30aine de fintech en 2016, principalement dans le payment. Et aujourd'hui, on a plus de 220 fintech au Luxembourg. Et ça grandit tous les jours. On a énormément focusé pour attirer et développer l'écosystème, ce qui s'appelle FunTech, donc tout ce qui est industrie des fonds, wealth management, tout ce qui est RegTech, forcément. Donc regulatory. Voilà. Et on a également remarqué, surtout dans l'industrie des fonds, qu'il y avait un intérêt très fort pour tout ce qui était blockchain et AI. Donc ça, c'est aussi des secteurs d'activité sur lesquels on focus beaucoup au Luxembourg. Voilà, et l'origine de ces startups, c'est pas forcément que des gens qui vivent au Luxembourg, qui sont au Luxembourg, mais il y a aussi pas mal de startups de l'étranger qui viennent s'implanter à Luxembourg. Principalement des startups de l'étranger qui viennent s'installer au Luxembourg pour différentes raisons. On peut les mentionner plus tard si tu le souhaites. Donc juste au Loft, on incube 74 firmes. Je pense qu'il y en a 6 qui sont luxembourgeoises.
Toutes les autres sont internationales. D'accord. Passant par les japonaises, les russes et les américaines. Merci. C'était important pour moi qu'on clarifie ce petit point-là. On est extrêmement internationaux comme écosystème. Merci beaucoup, Alex. Ok, merci à tous les deux pour de nous avoir donné à tous votre avis sur les tendances de cet écosystème dans les mois à venir. Est-ce que vous pensez que ça va changer l'interaction entre les startups et les acteurs et les investisseurs également? Pascal, ton avis sur la question? Alors, je pense que ça va plus accélérer que changer à ce niveau-là. Parce que le mouvement en route depuis un certain nombre d'années maintenant, qui consiste à trouver ces partenariats, ces pontages entre les deux mondes, et finalement n'en faire qu'un, pour moi ne va pas fondamentalement changer. Par contre, ce qui se passe, c'est une accélération. Une accélération dans ces contacts. Alors, c'est-à-dire que, notamment, et tu l'as mentionné, ou tu as fait une allusion à l'investisseur, je pense qu'on va avoir un peu plus d'interaction dans le triptyque FinTech, clients de ces FinTech, donc acteurs du secteur financier, et investisseurs, que ce qu'on a pu l'avoir. Et on va avoir un peu plus de clients investisseurs. Parce que ce que la crise aussi entraîne finalement, c'est un certain nombre de difficultés financières ou de difficultés à tirer les fonds. Ça, c'est un phénomène qui s'est quand même marqué et dont on pourra parler peut-être tout à l'heure, et qui va amener, à mon avis, un rapprochement accéléré entre les FinTech et les acteurs du secteur financier sous forme de partenariat, sous forme de collaboration capitalistique éventuellement, pour permettre finalement à cette collaboration d'exister et de se perpétuer, parce que du côté des investisseurs, il y a un peu plus de frilosité, un peu plus de difficulté à attirer les fonds. Il y a un exemple donc, je voudrais mentionner que nous avons eu l'occasion pendant la période de confinement de mettre en place au sein de KPMG avec une de ces startups qui s'appelle Gravity. Qui est basée où? Qui est basée maintenant au Luxembourg, origine à l'étranger, mais qui est venue s'installer au Luxembourg et qui est active dans le domaine des infrastructures informatiques virtuelles, qui permet de mettre à disposition des entreprises une solution de desktop as a service, c'est-à-dire de permettre très rapidement d'équiper l'ensemble du personnel d'une entreprise en solution de mobile working sans modifier son infrastructure de base. Ce qui a effectivement été un des sujets extrêmement en vogue les dernières semaines. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de collaboration, de partenariat, de contrat, d'alliance entre les partenaires, cette start-up et nous, on aurait du mal, tant nous que eux, à fournir une solution clé en main pour des clients. Et donc je pense que ce mécanisme, ce phénomène de rapprochement, d'alliance, de partenariat, à la fois vu de la FinTech qui a des besoins de capitaux, d'investissement, et à la fois des acteurs qui ont besoin d'accélérer, ce sera quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça me fait rebondir sur une question que j'ai. Alors, moi, je le connais parce que je connais bien Alice Danois. Il y a une initiative qui a été menée au sein du groupe KPMG qui s'appelle le Cube. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler et nous dire dans quelle mesure le Cube peut éventuellement aider à vous aider à sourcer ces solutions pour générer des partenariats avec éventuellement des clients à vous? Absolument. Mais merci de poser la question parce qu'en effet, c'est exactement dans ce contexte-là qu'on a créé le Cube au sein de KPMG il y a maintenant aussi probablement 3 ans, à peu près au même moment que le Loft a été créé. C'est au niveau du groupe? Alors, au Luxembourg? C'est au niveau du Luxembourg, mais ça fait partie d'un réseau de hub FinTech qui existe au niveau du groupe dans le monde entier, entre les KPMG des principaux hubs FinTech. Donc on est connecté avec par exemple l'Asie, Hong Kong, Singapour, la Chine. On est connecté avec les États-Unis, avec d'autres pays européens comme les Pays-Bas tout près de nous, la Belgique depuis peu de temps, les UK, évidemment, le sud de l'Europe. Et donc le Cube, en fait, c'est KPMG Hub for Entrepreneurship. Et donc ce qu'on essaie de faire au travers du Cube, c'est de contribuer à l'écosystème. Donc il y a des acteurs comme le Loft qui ont évidemment des retombées plus importantes et qui sont focalisés sur les FinTech. Nous sommes focalisés en fait sur la relation entre les FinTech et nos clients traditionnels qui sont plutôt les grandes entreprises. Et donc le Cube est une initiative qui vise à rapprocher les deux mondes en permettant à des entreprises de présélectionner des FinTech qui correspondent à leurs problèmes et d'aider des FinTech
à se développer à l'étranger ou à venir s'installer au Luxembourg en ce qui nous concerne. Et effectivement, tu as tout à fait raison qu'on retrouve une accélération au travers de notre équipe Cube, de toutes ces discussions de collaboration, de partenariat, d'investissement en fait. Merci pour ces clarifications, Pascal. Alex, toi, tu as des exemples de business case, justement, tels que Pascal l'évoquait avec KPMG, qui ont porté leurs fruits entre start-up et grands groupes? Oui, je peux peut-être pas les mentionner, parce que je n'ai peut-être pas l'autorisation de les mentionner, mais si c'est officiel sur LinkedIn, pour reprendre le point de Pascal, effectivement, on voit aussi un changement au niveau des comportements de tout ce qui est investisseur. Donc, on travaille avec plusieurs VC de la place, mais également à l'international. Et on remarque que leur focus est surtout de préserver leur portefeuille actuel de fintech. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour une fintech de lever du financement comme elles l'ont fait il y a quelques mois, surtout avec toutes les news qu'on entend sur la fintech allemande. Donc, il y aura... voilà. C'est quoi les news sur la fintech allemande? Regarde LinkedIn. C'est Wirecard. Donc voilà. Et Pascal a raison. Donc il y a un changement d'un point de vue investisseur. Donc ça nous oblige à conseiller nos entrepreneurs à avoir un changement sur comment ils doivent lever du financement, parce que la majorité des fintechs ont besoin de financement pour développer encore plus de technologies, mais également s'expandre à l'international. Donc notre conseil est très simple. C'est d'abord aller voir une banque, et je pense que le gouvernement luxembourgeois a fait un très bon boulot pour mettre de l'argent à disposition des startups au Luxembourg via les banques. Sinon, il y a les autres moyens qui sont des loans, ou encore mieux, et c'est vraiment un investissement, ce que nous on appelle stratégique, s'approcher d'un client ou d'un prospect et lui dire écoute, nous on a besoin d'un certain cash flow, est-ce que ça vous dirait pas de mettre quelques billes dans la société, comme ça on fait un bout de chemin ensemble. Et ça prend ce type de stratégie? Ça va prendre de plus en plus, parce que d'un côté, les fintechs ont besoin de financement qu'elles ne vont pas le trouver auprès d'investisseurs professionnels, et le secteur financier a besoin de fintech pour développer leurs propres services et se digitaliser, comme Pascal l'a également mentionné. Donc on va voir ce mariage qui est, comme on le dit, stratégique pour les deux en fait. Ok, ça marche. Merci Alex. On parlait pas mal du Luxembourg, mais c'est aussi intéressant de voir s'il y a des différences. Alors c'est vrai qu'il y a une spécificité au Luxembourg, c'est ce côté B2B et industrie financière, mais est-ce que vous auriez une perception par rapport aux autres écosystèmes et communiquer à ce sujet-là ce que vous en pensez? Je pense qu'en fait, il est unique, cet écosystème au Luxembourg. Il est vraiment unique parce qu'il est extrêmement concentré. On n'est pas dans un grand pays. On n'est pas dans un pays où on se perd facilement. On est proches les uns des autres. Donc il y a une très grande proximité qui donne de l'agilité, qui donne de la rapidité de mouvement, de la rapidité de décision entre tous les acteurs, pas que les fintechs, mais également leurs clients. Il ne faut pas oublier qu'une fintech n'existe pas si elle n'a pas de clients. C'est la base de toute entreprise, mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler, ça vaut aussi pour les fintechs. Il ne s'agit pas que d'avoir de bonnes idées. Il faut avoir des clients. Et je pense qu'ici, la proximité est quand même unique au monde. Franchement, dans tout ce que moi j'ai pu voir, en tout cas, il y a vraiment une particularité à ce niveau-là. Et proximité qui est couplée de la richesse, de la diversité. On a 126 banques au dernier recensement. On a 429 sociétés de gestion dans l'asset management, dans le domaine des fonds d'investissement, au dernier recensement. On a des dizaines de sociétés d'assurance. On a des sociétés d'e-payments. On a des fintechs, plus de 200 fintechs, comme on l'a mentionné. On a des acteurs tech. Et donc, on a dans quasiment chacune des catégories de l'écosystème un nombre d'entreprises qui est parmi les 3 plus grands en Europe. Et donc, même si on est très petit, ce qui donne de la rapidité et de la flexibilité, on est très riche. Et donc cette diversité, cette complémentarité fait en sorte qu'on est aussi capable, au travers de crises, de parfois plus rapidement rebondir qu'ailleurs. Et finalement, je pense qu'on donne et on fournit un écosystème qui permet aussi aux fintechs de rebondir plus facilement qu'ailleurs. Et je pense que les crises précédentes ont montré que le Luxembourg, en tant que pays, et la place financière rebondissaient plus vite, ou étaient moins soumises au choc
que d'autres pays autour de nous, grands pays pourtant. Je pense et j'espère qu'on va retrouver ce même phénomène d'amortissement quelque part de la crise dans l'écosystème des fintech, qui bénéficient de cette proximité et de cette richesse. Je ne sais pas si Alex, c'est quelque chose que tu vois aussi par rapport à d'autres pays. Excuse-moi, Solène, je pose des questions à ta place maintenant. Non, vas-y, pas de problème. Non, tout à fait d'accord avec toi. Donc, nous, on travaille avec une quinzaine de hubs fintech à travers l'Europe et je pense qu'on a un call de manière hebdomadaire avec eux. C'est quoi les hubs fintech? Par exemple, si en France, ce serait qui? En France, on travaille avec plusieurs, dont le Swave, Garage, on en a plusieurs. On travaille avec l'Allemagne, on travaille avec Insomnia en Espagne, avec Portugal Fintech au Portugal, avec Fintech District en Italie, Copenhague Fintech. Donc, on est un consortium, on appelle ça The Talent Route, un consortium d'une quinzaine de hubs fintech européens, dont l'objectif est croître l'écosystème fintech européen, mais également permettre aux fintech de passer d'un pays à l'autre, chose qui est relativement difficile parfois. Donc, on a nos calls de manière hebdomadaire et la question revient très souvent, c'est comment vous faites au Luxembourg? Comment c'est possible? Donc, on a fait une survey auprès de... C'est-à-dire, pourquoi ils te posent... Pour développer notre écosystème si rapidement et surtout qu'il soit tellement robuste. Juste en chiffres, on a fait une rapide étude de marché auprès de nos fintech. Je pense que 15% de l'écosystème fintech au Luxembourg a été impacté par le Covid. Donc, d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue... Et c'est 15%... Pour le moment. Pour le moment. Peut-être qu'il y en aura plus. Mais 15%, c'est souvent des fintech qui sont B2C, comme on l'a mentionné. Si je prends mes amis portugais, espagnols, italiens, c'est 40% de leur écosystème fintech qui a été impacté. Donc, on ne parle pas du tout dans les mêmes chiffres. Donc, il y a effectivement, on va dire, l'aspect B2B de notre écosystème, mais c'est également, chose qui est assez unique aussi au Luxembourg, c'est la vision de nos dirigeants. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on a déjà un régulateur qui est super. Quand tu dis dirigeant, tu penses à qui? Quelle fonction? Je vais mentionner deux parties. Donc, tout d'abord, il y a notre régulateur. À chaque fois qu'on reçoit une fintech... Donc la CSSF. La CSSF, exactement. Oui. À chaque fois qu'on reçoit une fintech étrangère, qu'elle vienne de Tokyo, des États-Unis ou du Canada, la première chose qu'on lui dit, on va voir la CSSF. Juste avoir un meeting avec eux d'1 heure, vous leur expliquez ce que vous faites et ils vont vous donner un feedback. Comment obtenir la licence, comment être compliant, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Ils font pas du conseil, je précise. Non, ils font pas du conseil, mais ils sont extrêmement ouverts. Non, c'est vrai qu'ils sont très ouverts. Je pense qu'il y a deux régulateurs qui sont ouverts, c'était la FCA et la CSSF au Luxembourg. Mes amis français, à chaque fois qu'ils viennent et je leur dis venez, on va voir la CSSF, ils ont peur. Leur réaction est toujours pareille, ils disent mais attends, on n'a encore rien fait de mal. Je dis mais c'est pas pour ça que vous allez voir le régulateur, il n'est pas là pour vous taper dessus. Donc, c'est déjà une autre mentalité, c'est un mindset et c'est souvent un choc culturel pour ceux qui viennent au Luxembourg et qui le découvrent la première fois. Et l'autre point, c'est également nos dirigeants, et je pense notamment au ministère des Finances, je pense à des agences de support comme Luxembourg for Finance, qui étaient à l'initiative du Loft. D'ailleurs, une simple anecdote, et je pense qu'il n'y a personne qui connaît cette histoire. Donc voilà, ce sera une première sur ton podcast. Notre ministre des Finances, on l'appelle le parrain des fintech. Mais jamais personne ne sait pourquoi on l'a nommé ainsi. Ça s'est passé Qui l'appelle comme ça? C'est son surnom au Luxembourg, le parrain des fintech. Donc, il a eu ce surnom il y a 2 ans quand on C'est Gramegna. Hein. C'est Pierre Gramegna, oui. On a emménagé dans nos nouveaux locaux et quelques mois après, je me baladais dans le coworking space et je tombe nez à nez avec notre ministre des Finances qui se baladait entre les tables. Et j'étais en t-shirt, jeans pas très propre et je disais, monsieur le ministre, si je savais que vous veniez, j'aurais mis une chemise. Il me dit, ne t'inquiète pas Alex, ici je sais que c'est comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? J'avais quelques minutes de pause, alors je voulais venir et discuter avec des entrepreneurs. Je ne connais pas beaucoup de ministres en Europe ou à travers le monde qui prennent sur leur temps de pause pour rencontrer des entrepreneurs et avoir un feedback. Et je l'ai laissé vaguer. T'as fait un selfie avec lui? J'ai plusieurs selfies avec lui, mais comme je le rencontre régulièrement, je n'ai plus besoin de selfies. Mais ça te donne juste une idée à quel point on a un écosystème extrêmement unique. Parce qu'on est extrêmement soutenu par les acteurs privés, mais également publics. Ok, merci pour cette anecdote.
Pascal, tu voulais ajouter quelque chose? J'en ai peut-être une aussi, en fait. Allons-y. Qui touche le même ministre, le même parrain des FinTech. Je vous dirai pas la mienne, alors. Pierre Gramegna, donc Pierre Gramegna insiste pour libérer son agenda chaque année pour les FinTech Awards qui sont organisés sur la plage KPMG en collaboration avec le Loft et d'autres partenaires. Il y a un événement, et c'est connu par son staff administratif et par le nôtre, du coup, qui doit absolument figurer dans son agenda, qui est cette finale des FinTech Awards qui nous permet de décerner chaque année le top 3 des FinTech de l'année à des FinTech locales ou internationales qui s'intéressent au pays. Et Pierre Gramegna fait le speech d'introduction, la remise des prix. Il est avec nous pour les voir, pour les évaluer, pour les remercier, pour les féliciter et pour les célébrer sur la plage KPMG. Parce que oui, en fait, ça, on a oublié de le mentionner, mais dans nos particularités et qui fait en sorte que Luxembourg est unique, il n'y a pas que l'écosystème, le nombre de banques, le nombre de FinTech, il y a aussi la plage, qui est notre Silicon Valley à nous, une fois par an, ici chez KPMG, qui nous donne cette opportunité de célébrer l'écosystème, en fait, qui est vraiment unique. Eh ben, écoutez, merci. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour parler d'anecdotes. Ça aurait été avec plaisir qu'on poursuive. Avant qu'on se quitte, je demande toujours à mes invités de partager des lectures ou des podcasts. Donc, est-ce que vous auriez un ouvrage à nous recommander aujourd'hui? Une source d'inspiration? Alors, moi, j'en ai deux, en fait. Parce qu'on en avait parlé. Il y en a un qui est très frais dans mon esprit, parce que je l'ai lu ce week-end, qui est assez connu pourtant, qui est Who Moved My Cheese? Que j'adore. Voilà. Qui m'a en fait été prêté par une collaboratrice de KPMG, que je remercie au passage d'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle écoute, j'espère qu'elle écoute, sur le thème du changement. Et donc du changement dans la vie, on a plein de changements qu'on a connus au cours des dernières semaines, qui changent notre façon de percevoir notre boulot, notre vie privée, voire la technologie, parce que finalement les FinTech, c'est une question de changement avant tout. Et donc j'ai adoré, très rapide, Who Moved My Cheese. Si vous posez des questions existentielles sur la vie, votre job, votre fonction, votre couple, etc., lisez-le. Ça parle de souris. Et ça parle de souris, voilà. Il est génial ce livre. Voilà, très rapide. Alors j'en ai un autre, et ça fera plaisir à son auteur s'il nous écoute, Mark Van Remenant. C'est son premier bouquin. Ça s'intitule Homo sapiens, 300 000 ans d'expérience client, et qui nous apprend comment les neurosciences et comment finalement notre histoire d'Homo sapiens qui date de 300 000 ans nous conditionne dans notre comportement client, dans la vie de tous les jours, avec les outils digitaux. Et donc ça donne un éclairage absolument rafraîchissant. Voilà, c'est le terme que j'utiliserai sur l'expérience client, qui est un thème presque galvaudé de nos jours, et où on finalement comprend que ça remonte à des attitudes, comportements ancestraux que l'homme de Néandertal avait déjà acquis. Et donc c'est extrêmement rafraîchissant, intéressant, impertinent et pertinent à la fois. Donc je le recommande vraiment. Super, merci beaucoup. Alex, toi, tu as quelque chose à nous recommander? Également deux ouvrages. Le premier, je l'ai lu il y a quelques mois et ça a un énorme impact sur ma manière de réfléchir. C'est Competing in the Age of AI. Je ne sais pas s'il est traduit en français, mais ça donne des exemples très concrets sur l'application de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. Mais pourquoi les sociétés d'intelligence artificielle seront celles qui vont dominer le monde de demain? Donc je pense forcément à tout ce qui est Alibaba, Amazon, Google. C'est un livre extrêmement intéressant et je le conseille à toute personne dans le secteur financier. Pas trop technique? Pas trop technique, mais il est très intéressant. Et le deuxième, c'est plus pour les entrepreneurs, c'est Meditation, méditation de Marc Aurèle. Donc l'empereur Marc Aurèle, c'est un livre qui a plus de 2000 ans. Mais c'est un livre sur le stoïcisme et c'est une philosophie de vie que je conseille à tout entrepreneur. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bon, on est bien inspirés. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous aviez un mot à ajouter? Parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais peut-être que vous avez encore quelque chose à dire? Moi, c'est simplement un call for action, une invitation. Let's go. À tous les auditeurs, entrepreneurs FinTech, mais aussi employés, décideurs dans le domaine financier, au Luxembourg et ailleurs, de marquer déjà dans leur agenda, je dirais, le début de l'été 2021,
et le printemps pour l'édition 2021 des FinTech Awards. Si vous êtes une FinTech, vous êtes peut-être un des vainqueurs des FinTech Awards 2021 du Luxembourg. Si vous êtes un décideur, un collaborateur du secteur financier, vous gagnerez à les découvrir tous les finalistes, parce que c'est chaque année un événement essentiel de la place financière, de l'écosystème FinTech. Et donc, call for action, inscrivez-vous, envoyez votre candidature. Et sur en tout quoi? cas, Sur le site KPMG? Oui, ce n'était pas encore disponible, mais ça le sera parce qu'on a malheureusement dû annuler l'édition 2020. Donc il y a encore tous les éléments, toute l'information sur l'édition 2020 qui n'a malheureusement pas eu lieu. Et donc tout ça restera valable pour l'année prochaine et effectivement disponible sur le site KPMG et sur le site du Loft. Parfait. Et comment on vous joint tous les deux? Sur LinkedIn ou Twitter? Oh, les deux. Parfait. Les deux. Et Alex? Plutôt LinkedIn. Et je rajouterai également, oui, effectivement, venez, parce que les FinTech Awards, je pense que c'est la meilleure porte pour une FinTech pour accéder au marché luxembourgeois, pour découvrir le marché luxembourgeois, mais également pour vous faire découvrir auprès de la place financière. Parfait. Voilà. Merci à vous deux pour votre temps aujourd'hui et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Excellente journée à tous. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!